Bonsoir à tous. Vraiment bienvenue à cette séance ce soir pour se préparer pour le retour à la normale, qui fait partie de notre plateforme d'éducation en ligne Expand Courses. Et au nom de Reçu Plus, j'ai vraiment le plaisir de modérer notre webinaire aujourd'hui. Mon nom est Maria Sedeno. Et dans mon rôle comme directrice de Reçu Plus, c'est un organisme à but non lucratif, j'ai eu vraiment l'opportunité de travailler avec les communautés en maladies respiratoires depuis 20 ans avec l'équipe de Dr Bourbeau. Il s'en plaisait vraiment pour pouvoir vous offrir cette opportunité ce soir. Dr Jean Bourbeau et Dr Kim Lavoie avec nous pour la présentation de ce soir. Donc, juste pour vous aviser, cette opportunité de formation continue en collaboration avec la Société canadienne de thoracologie et a été rendue possible par une subvention éducative non restrictive de Moderna. Et avant de commencer, j'ai aussi quelques éléments logistiques. Peut-être la majorité d'entre vous connaissent très, très bien, mais juste pour savoir que si vous rentrez au webinaire par téléphone, votre ligne est en sourdine. La opportunité de chat est fermée ce soir vraiment pour donner l'opportunité vraiment s'il y a des questions, on aimerait vraiment que les gens participent. Donc, posez vos questions via la partie qui dit Q&A, c'est vraiment l'endroit où vous posez vos questions et nous ferons de notre mieux pour répondre ce soir. C'est vraiment une séance pour vous. Et donc, très important, cette séance est en train d'être enregistrée. Donc, vous allez avoir accès à un visionnement. Ça sera disponible via YouTube et ça sera disponible aussi via la plateforme Expand. Comme vous êtes enregistré, vous allez recevoir un lien dans quelques jours qui suivent. Bon, alors on va présenter nos conférencières de ce soir. Et je commence avec Dr Jean Bourbeau, qui est pneumologue et professeur agrégé à l'Université McGill. Il est directeur du Centre de médecine innovatrice de Kusum, de la clinique MPOC et de l'unité de réadaptation pulmonaire à l'Institut thoracique de Montréal, de Kusum. Ses travaux et recherches en MPOC, la réadaptation pulmonaire, les programmes intégrés des soins avec autogestion chez les patients avec MPOC ont eu une influence non seulement dans les domaines de la recherche, mais aussi dans la pratique clinique ainsi que dans les domaines publics au niveau national et international. Et aussi le plaisir d'être avec nous, Dr Kim Lavoie est professeur titulaire au département de psychologie de l'UQAM et professeur auxiliaire de médecine à l'Université de Montréal. Il est titulaire d'une chaire de recherche du Canada de niveau 1 en médecine comportementale et elle est chercheuse au Centre de recherche du CIUS-NIM. Elle est co-directrice du Centre de médecine comportementale de Montréal et co-responsable de l'IBTN, International Behavioral Trials Network. La Dr Lavoie co-dirige l'étude iCare, qui vise à évaluer la sensibilisation du public, ses attitudes, ses préoccupations et ses réactions comportementales aux politiques de santé publique mises en œuvre pour réduire la transmission de la COVID-19, ainsi que les impacts comme psychosociaux, sanitaires, économiques de la pandémie chez les Canadiens et les gens du monde entier. Merci Jean, merci Kim pour nous joindre ce soir. Alors, juste pour vraiment nous mettre à la place ce soir comme objectif, on s'est donné vraiment de parler d'un sujet très important, donc qui est vraiment comment se préparer à la normale, comment se préparer au retour à l'école, au retour au travail, au milieu du travail, etc. Et on sait qu'à ce moment, même si on est au Canada, un des pays qui est les mieux vaccinés partout au monde, on a encore une problématique en termes des personnes ou du monde qui a encore des doutes par rapport à la vaccination. On a écouté des collègues, on a écouté des difficultés au milieu du travail par rapport à ça, on a écouté beaucoup de questions par rapport au passeport vaccinal, etc. Et même des discussions entre les familles, les amis, etc. Et on s'est dit que c'était vraiment important de discuter avec vous de ce sujet, de vraiment mieux comprendre comment les gens prennent une décision éclairée. C'est pour ça qu'on a invité Dr Lavoie pour nous aider à comprendre ce sujet
comment, des fois, on veut faire le mieux quand on parle avec nos amis ou collègues, mais des fois, on peut faire plus du mal que du bien. Mais comment qu'on fait ça? Comment qu'on engage une conversation qui respecte vraiment toutes les préoccupations de nos êtres chers? Donc, ça, c'est vraiment un des objectifs. Docteur Boulbo va nous aider ce soir à mieux comprendre c'est quoi le statut aujourd'hui par rapport à la vaccination et à la COVID-19 et aussi vraiment c'est quoi le statut du vaccin, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui, parce que ça change à tous les jours, en termes d'efficacité, des effets secondaires, beaucoup de questions qu'on se pose. Donc, si ça c'est une belle agenda pour tout le monde, on va commencer, le docteur Boulbo, on va commencer avec vous, parce qu'on voulait parler de la situation au Québec très rapidement. Donc, donnez-moi un instant et j'y vais. Merci, Maria. Merci à RSP+, merci à la Société canadienne de thoracologie. C'est toujours un plaisir de travailler avec le docteur Lavoie. Donc, c'est certain que le but principal du webinaire, c'est vraiment dans l'expertise de Kim Lavoie, mais c'est sûr qu'on doit revenir aux faits, aux données et aux faits, parce que dans les discussions, on doit distinguer ce qui est une opinion de ce qui sont les données probantes. Et après ça, bien, c'est sûr que c'est dans l'interprétation de ces données-là. Et où on est présentement par rapport à où on était il y a un an et demi, je sais qu'il y a beaucoup de professionnels de la santé dans l'audience. Il y a probablement, j'espère, des gens du public aussi. Mais la médecine, c'est une science qui change dans le temps parce que les connaissances changent, particulièrement lorsque c'est une maladie relativement nouvelle. Et les progrès qu'on a réussi à faire depuis un an et demi sont énormes. Mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Donc, si on part des données qui sont le plus près de nous, c'est souvent les données qui nous parlent le plus parce que c'est celles qui nous touchent. Donc, on va probablement référer à des données américaines un peu plus tard, Israël, ailleurs dans le monde, parce que des fois, il y a des éléments de réponse qu'on a besoin d'aller chercher ailleurs ou de valider, mais on a des données de chez nous et ces données-là sont très parlantes. Donc, les données que je vais vous présenter sont très actualisées. Maria, corrige-moi, mais je pense que c'est les données d'aujourd'hui, du tableau de bord de la situation au Québec. Et c'est quelque chose que vous pouvez suivre. C'est quelque chose qui est public. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans un premier temps sur le tableau de bord? On a tout d'abord la vaccination. Okay? Et on voit que la première dose, deuxième dose, on est au-delà de 6 millions et 88 des gens de 12 ans et plus ont reçu un vaccin et 82 ont reçu 2 vaccins. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup. C'est beaucoup. On est en tête des pays, mais ça veut aussi dire qu'il y a encore 18 des gens de 12 ans et plus qui sont éligibles à recevoir le vaccin et qui n'ont pas reçu 2 doses de vaccin. J'essaie d'avancer les diapos, mais... Si on regarde de plus près maintenant, qu'est-ce qu'on nomme comme données, parce que les conséquences sont personnelles, mais au-delà des conséquences à chacune des personnes, on a des conséquences sur le système de santé. Mais je sais qu'on a insisté beaucoup sur les conséquences sur le système de santé, puis c'est ce que cette diapositive nous montre, actualisé aux soins intensifs, 34 et on voit ici me dire qu'on est à peu près à moitié de notre capacité réelle.
Puis on n'a pas parlé encore des conséquences chez les individus, parce qu'il y a beaucoup d'individus qui ne se rendront jamais à l'hôpital, mais on sait maintenant que le long COVID est associé à un grand nombre de symptômes et va affecter des gens, même si ces gens-là ne se sont pas rendus aux soins intensifs. Et lorsqu'on regarde le statut vaccinal des nouveaux cas et hospitalisations, et on regarde les nouveaux cas dans un premier temps et ensuite les nouvelles hospitalisations par 100 000 personnes dans les 28 derniers jours. Donc, qu'est-ce qu'on observe? Les chiffres nous disent que c'est d'un ordre de 17 chez les gens qui sont non vaccinés par rapport à 2 chez les gens qui ont reçu 2 doses. Et quand on regarde le taux incidence par 100 000 en termes de nouvelles hospitalisations, donc on voit que c'est 1 pour 20. Donc, les chiffres sont très évocateurs. Ces chiffres-là sont des chiffres réels. C'est à peu près les chiffres les plus fiables qu'on peut avoir. Ça nous dit en fait, c'est ce tableau-là qui est le plus parlant, les non-vaccinés en termes de risque d'infection ont un risque de 9 fois plus élevé et les non-vaccinés en termes de risque d'hospitalisation ont un risque de 30 fois plus élevé. Donc, on peut parler de la sévérité de la maladie par rapport aux hospitalisations et encore plus sévère par rapport aux soins intensifs. Donc, ça, c'est les données que nous avons à l'heure actuelle. Les patients peuvent avoir accès à ces données-là. Les amis, les parents, nous pouvons avoir accès à ces données-là. Mais la vraie question qu'on a, c'est comment ça se fait que même avec des données semblables, comment on fait pour converser avec une personne, un proche ou certains professionnels de la santé, un patient qui n'est pas vacciné. Et je pense que Kim, Dr. Lavoie, dans cet esprit-là, va nous aider à mieux comprendre qu'est-ce qui se passe et comment on peut mieux faire ou bien faire, parce que des fois, en essayant de bien faire, on ne fait pas nécessairement mieux. Merci beaucoup, Jean, et bonsoir à tout le monde. Et je tiens à remercier, Respi Plus et tous nos partenaires, mais surtout vous qui sont là. C'est une belle soirée au Québec, en tout cas. On en profite du beau temps encore. Alors, on apprécie beaucoup votre présence et j'espère qu'on va pouvoir répondre à vos questions et vos besoins. Alors, notre rôle et notre objectif, ce n'est pas de vous parler aux soirées longues, mais vraiment garder du temps pour vraiment répondre à vos questions. Mais pour ma part, je voulais juste partager un couple de choses. Premièrement, c'est comment est-ce que les gens prennent des décisions? Parce que ça peut être de savoir comment les êtres humains prennent des décisions, surtout en lien avec la santé. Je pense que ça peut nous aider à mieux aborder des gens dans notre entourage, nos proches, nos chers, nos collègues, nos patients, justement pour guider un peu mieux nos conversations. Alors, de façon très de base, très basique, chaque décision qu'on prend en lien avec notre santé, c'est pas mal une analyse coût-bénéfice. Alors, c'est très simple. Tant qu'on perçoit plus de bénéfices en lien avec la vaccination que de désavantages ou de coûts, bien, la plupart des gens vont opter pour se faire vacciner. L'autre chose qui est importante, c'est pour chaque décision en lien avec la santé et pour d'autres décisions dans la vie, c'est très généralisé, on a tendance à prendre des décisions, à porter des actions en fonction de à la fois nos objectifs, nos priorités et nos valeurs personnelles. Alors, si on a un but, un objectif qu'on veut atteindre, et souvent, on va prendre des décisions en fonction. Alors, si nous, on veut vivre jusqu'à 100 ans en pleine forme et en profiter de la vie, soyez sur le terrain de golf jusqu'à la fin de nos jours, on va peut-être opter pour bien manger, abstenir aux fumées, faire attention sur l'alcool, des choses comme ça.
Alors, c'est ces choses-là qui vont beaucoup influencer nos décisions en fonction de la santé et c'est la même chose pour la vaccination. Alors, juste de garder ces 2 points-là dans votre tête quand vous êtes avec quelqu'un qui est encore réticent, peur, qui hésite encore sur vacciner, ça peut vous aider à mieux guider vos conversations. Maria, je vais vous inviter à montrer le diapo. Pour moi, c'est 15, c'est celui avec des données. Pourquoi est-ce que les gens se font vacciner? On va reculer un peu, Je pense que c'est 15, oui, c'est ça. Alors, comme Maria, c'est le prochain, celui-là. Alors, quand Maria m'avait introduit, merci beaucoup pour cette belle introduction, je collabore avec plusieurs chercheurs à l'international, incluant Dr. Bobo, à peu près 200 à l'échelle internationale sur une étude iCare. Et une chose qu'on a regardé, qu'on a exploré dernièrement, c'est justement les motivateurs pour la vaccination, à la fois chez des gens qui sont vaccinés et chez les gens qui ne sont pas encore vaccinés. On a posé la question, mais pourquoi vous êtes-vous fait vacciner? Pour comprendre qu'est-ce qui vous a motivé parmi une liste très longue d'options. Et on a posé la même question un peu différent, mais aux gens qui n'étaient pas encore vaccinés. Qu'est-ce que ça vous prend pour vous faire vacciner? Quels sont les sujets, les thématiques, les barrières qu'on a besoin d'adresser justement pour vous mettre à l'aise et un peu pour que la balance dans votre analyse coût-bénéfice soit en faveur du vaccin? Alors, je vous partage ça, c'est fort intéressant, mais chez les vaccinés, les 2 réponses les plus évoquées, c'était, bien, moi, je me suis fait vacciner parce que je voulais protéger les autres et je veux faire ma part, OK? Alors, c'est fort intéressant parce que ça parle beaucoup de leur valeur personnelle, comme j'avais mentionné, leur valeur personnelle. On voit beaucoup à travers ces résultats-là qu'ils se préoccupent beaucoup pour leurs proches, leur communauté, etc. Cependant, on voit que bien que protéger les autres, c'est une valeur importante chez les non-vaccinés, c'est un peu plus bas dans la liste, mais qu'est-ce qui est important, c'est pas de juger les motivations des gens, mais de les prendre en compte justement pour les mettre à l'aise et plus confortables avec les décisions. Alors, on voit très bien ici qu'il y a 2 préoccupations chez les non-vaccinés et ils sont les mêmes, peu importe l'étude à travers du monde. Alors, oui, notre étude, c'est international. On a les mêmes résultats dans les échantillons canadiens, américains, européens, australiens et tout. Les 2 plus grandes préoccupations chez les non-vaccinés, c'est la peur en lien avec les effets secondaires, que le vaccin soit plus dangereux que la maladie COVID lui-même, ou bien ils doutent soit de l'efficacité du vaccin, mais encore plus important, peut-être de la nécessité du vaccin pour eux-mêmes personnellement. Alors, encore une fois, on revient à ces 2 critères, facteurs. Analyse coût-bénéfice, si on ne perçoit pas assez de bénéfices pour moi personnellement, ou bien si mes valeurs ne sont pas nécessairement les mêmes ou mes objectifs ne sont pas les mêmes. Tout ça pour dire, il faut en tirer compte de ces 2 préoccupations chez les non-vaccinés. Ils ont à la base, la plupart sont peur, ou bien ils ne perçoivent pas assez de besoins ou nécessité de se vacciner. Et je pense qu'en lisant, en regardant des données que Dr. Bobo avait présentées, ça peut nous aider peut-être à persuader, à démontrer que voici qu'est-ce que vous pouvez gagner en termes de soulagement d'esprit, peut-être. Et je pense que la thématique du webinaire, c'est vraiment le retour à la normale, hein, ou une nouvelle normale, mais retour à la normale. Et je pense que c'est une chose qu'on partage tous, c'est ce besoin de revenir à notre vie comme avant ou presque, de pouvoir voir des êtres chers, voyager, travailler, aller à l'école. Et je pense qu'il faut voir toutes les mesures du gouvernement, soyez d'accord ou pas. Il faut quand même comprendre que le but ultime de toutes les mesures de prévention qu'ils ont mis en place, c'est dans l'objectif de nous protéger et de nous offrir une opportunité de vivre plus normalement, avoir une meilleure qualité de vie en général. Kim, oui? Est-ce que je peux te poser une question sur le... Oui? Je regarde, c'est fort intéressant, mais lorsque je lis
le premier obstacle, c'est, on dit information sur l'absence d'effets secondaires. Comment on approche les gens? Parce que on sait que toute médication, que ce soit un vaccin, que ce soit un médicament, on ne peut pas dire viser à une absence d'effets secondaires. Ouais. Il y a des effets secondaires, puis on les connaît quand même assez bien là, parce qu'il y a au-delà de 5 milliards de vaccins qui ont été donnés. Donc, on ne peut pas dire que le vaccin on est guinea pig, les bonnes études ont été faites au début, mais là, on a une administration à une très, très large échelle. Il y a peu de vaccins qu'on a des données comme avec les vaccins actuels. Mais on n'aura pas d'absence d'effets secondaires. Comment on peut convaincre les gens ou discuter de ça, cette notion-là? Bien, c'est un point fort intéressant, Jean, et je pense que c'est un phénomène un peu psychologique face à l'incertitude. Okay? On a chacun notre degré de tolérance personnelle à l'incertitude. Et pour certaines personnes, c'est très faible, notre tolérance. Il faut qu'on ait des garanties, des certitudes partout pour aller en avant. Il y en a d'autres qui sont, écoute, plus à l'aise avec ça. Ils acceptent plus la réalité qui est la vie. Il y a beaucoup d'incertitudes. Mais vous avez raison qu'il y a des effets secondaires. Cependant, ils sont beaucoup plus connus maintenant et compris. On sait quoi faire avec. On n'entend plus parler des caillots sanguins, d'ailleurs. Ça fait des mois et des mois parce que maintenant, on sait, avec les programmes de surveillance des gens qui ont eu des vaccins, on sait maintenant, pour les rares cas de ça, bien, on les identifie très rapidement, on intervient, puis on n'en parle plus des décès en lien avec ça. Alors, je pense que pour des gens qui ne tolèrent pas ce degré d'incertitude ou possibilité de vivre un effet secondaire, et c'est quelque chose qu'on voit aussi avec des parents avant la COVID qui hésitaient sur vacciner leurs enfants. Alors, qu'est-ce que les gens font? C'est qu'ils choisissent 100% de chance, OK? Excusez-moi, ils choisissent 0% de chance de vivre un effet secondaire en lien avec le vaccin en décidant de ne pas se faire vacciner. OK? Parce qu'ils ont le contrôle là-dessus. Ils peuvent décider, chaque personne ici sur le webinaire peut dire, écoute, moi, je peux me donner le garantie de jamais vivre un effet secondaire en lien avec un vaccin tant que je ne me fais pas vacciner. C'est ça. Exactement. Exactement. Alors, si vous avez une très faible tolérance, est-ce que je vais être une personne sur 100 000? Et il y en a des gens qui ont vraiment aucune tolérance pour ça. Et ça peut être très souffrant d'ailleurs. Mais c'est au moins quelque chose qu'ils peuvent contrôler, et c'est vrai. Et ils vont choisir ce que j'appelle rouler les dés, roll the dice, avec le COVID, parce qu'ils disent, ben écoute, si j'attrape la COVID, ben ça ne serait pas de ma faute. Alors, il y a cet élément aussi de responsabilité. Alors, c'est la même chose que chez des parents qui hésitent à se faire vacciner leurs enfants. Ils disent, ben écoute, si je décide de faire vacciner mon enfant, puis il y a un effet secondaire sur 100 000 ou plus, mais c'est moi qui ai décidé de faire vacciner mon enfant ou c'est moi qui ai décidé de me faire vacciner, bien, ça serait de ma faute et je ne peux pas vivre avec ça. Okay. Alors, pour certaines personnes, c'est ça un peu de façon psychologique qui joue un peu là-dedans. Et Kim, est-ce que tu me permets, je vais te donner quelques chiffres, juste parce que probablement des professionnels de la santé, mais il y a peut-être des gens du public aussi qui sont intéressés, juste pour mettre en perspective ce que tu viens de dire. 0% si je ne prends pas le vaccin. Maintenant, je vais vous parler de certains effets secondaires qu'on connaît, qui ont été rapportés, en dehors, bien sûr, des effets locaux qui sont très restreints, qui, après quelques jours, vont disparaître, ou même certains effets de fatigue, okay, mais qui vont aussi disparaître. Mais parlons de certaines maladies qui pourraient faire peur. On a parlé de celles avec des caillots sanguins tantôt. Mais la myocardite, est-ce que c'est réel? Oui, c'est réel. La myocardite, ça a été décrit avec quel vaccin? Parce que ça, c'est l'autre question qu'on doit se poser. Avec les vaccins de RNA messager. Okay? Et lorsqu'on regarde les meilleures données qu'on a sur ça viennent d'Israël et on parle de 125 cas pour au-delà de
5 millions de deuxième doses données. Donc, ça nous revient à 25 cas par million. Aucun patient n'est décédé. Tous les patients sont revenus à la normale. C'était juste une question de temps. Donc, OK, par rapport à les atteintes cardiaques qu'on a avec la COVID, qui peuvent être fatales, qui peuvent être associées avec des insuffisances cardiaques qui vont être permanentes, etc. On peut prendre le Guillain-Barré. Okay? Là, on parle de choses qui sont significatives dans la tête des médecins et de beaucoup de gens. Le Guillain-Barré, c'est... On pense au vaccin puis on pense au Guillain-Barré. Donc, le Guillain-Barré, on parle du vaccin ici de Johnson. C'est avec le vaccin de Johnson que ça a été décrit. On parle de 1 cas par million. Aux États-Unis, par année, on a de 3 000 à 6 000 cas de Guillain-Barré. Guillain-Barré, c'est quand même une atteinte qui peut être très sérieuse. Donc, on parle de 3 000 à 6 000 cas par année. Il y a eu au-delà de 150 millions de vaccins de données. Ce n'est pas tous des Johnson & Johnson aux États-Unis. Je ne sais pas combien ont été donnés Johnson & Johnson. Si c'était tous des Johnson & Johnson, okay, il n'atteindrait même pas le nombre de cas. On parle de quelques centaines de cas, alors que la majorité des cas de Guillain-Barré sont dus à des infections virales ou des infections bactériennes. Okay? Puis la même chose avec la paralysie de Bell, parce qu'on va parler de choses aussi qu'on entend beaucoup. La paralysie de Bell, ça a été décrit avec aucun des vaccins à l'heure actuelle, à ce qu'on sache par rapport à des contrôles des gens qui n'ont pas reçu le vaccin, qui sont administrés en Amérique du Nord. Et ça a été décrit avec le Coronavac, le Sinovac, qui est un vaccin, en fait, qui est fait à partir du virus inactivé. Donc, jusqu'à maintenant, on n'a pas d'évidence que la paralysie de Bell est augmentée chez des patients qui prennent les vaccins qui sont homologués au Canada et aux États-Unis. Donc, ça remet un peu en perspective ce que tu disais, puis en même temps, les extrêmes qu'on est en train de parler ici par rapport à ce que la maladie, pour les gens qui sont dans l'audience, qui travaillent dans des hôpitaux, combien de patients vous avez vu hospitalisés à cause des complications du vaccin? Et est-ce qu'on en a vu? Si on en a vu certainement en clinique externe, okay, mais les gens qui ont eu le COVID, combien vous en avez vu? Et les complications qu'on appelle le long COVID. J'arrête ici. Non, mais c'est des bons points, Jean. Et je pense que le problème reste que vous avez décrit quelques cas. Et le fait que c'est possible met beaucoup de gens mal à l'aise. Et encore une fois, les gens qui sont plus anxieux par rapport à ça ont tendance à systématiquement surestimer les chances qu'eux-mêmes, ça va être eux-mêmes qui vont souffrir, qui va être le 1 cas. Et c'est le même, on va dire le même principe chez les gens qui ont peur de prendre l'avion. Écoute, on s'entend que les avions ont toujours été la meilleure façon de voyager, le plus sécuritaire et tout, mais c'est sûr que ça arrive, les écrasements. On ne peut pas dire que le risque est 0. Et il reste que tant que ce n'est pas 0, il y a certaines proportions de la population qui ne seront pas prêtes à prendre la décision de le faire. Et je pense qu'on peut arriver justement à peut-être pas les convaincre. J'aime pas ça, utiliser le mot convaincre, parce que c'est pas, je trouve, notre rôle de les convaincre. Et j'ai beaucoup réagi aux directives de M. Dubé, notre ministre de la Santé, la semaine passée, qui a dit « Va voir vos amis et tout, et je vous invite à convaincre quelqu'un dans votre entourage qui n'est pas vacciné. » Je dis « Oh my God, qu'est-ce qu'il dit là? » Et c'est pas que je suis contre l'idée de dialoguer, de parler avec vos proches de cet issue très, très important. Mais le problème avec la directive ou l'invitation de M. Dubé, c'est que ce n'est pas venu avec une recette. Ce n'est pas venu avec comment aborder un sujet excessivement délicat. OK? Et pour moi, ça augmente les risques de vivre beaucoup de tensions, beaucoup de conflits entre les gens, entre les amis et tout.
Alors, peut-être, Maria, on peut... Oui, c'est effectivement ce que j'allais vous proposer parce que, en fait, j'écoute beaucoup dans notre milieu. J'ai écouté des situations au travail. J'ai aussi écouté des situations chez les jeunes parce qu'il y a des jeunes qui disent, ben, peut-être que je ne vois pas vraiment les bénéfices pour moi-même de me faire vacciner, mais là, je commence à voir des chicanes entre les amis, les chums. Ils ne peuvent pas aller maintenant au cinéma, ils ne peuvent pas aller au restaurant, etc. Donc, il y a des sorties, ça, il commence à avoir une limitation. Donc, c'est fort intéressant. J'aimerais vraiment vous écouter parler comment on engage ça avec des amis ou des membres de ma famille. Donc je sais qu'il y a des diapos. Oui, j'ai un diapo, je pense ça... que c'est 18. Oui, c'est un diapo okay. 18. Et on va commencer en parlant de qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. OK? Comment ne pas aborder les gens. Okay. Et c'est la première chose. Je pense que c'est le diapo 18. C'est le diapo 18. Mais la première chose à ne pas faire, il ne faut pas commencer en leur disant quoi faire. OK? On n'arrive pas là, puis on dit, ben écoute, c'est important, voici toutes les données. Dr Bobo nous a dit que ça n'a pas d'allure, puis il faut faire vacciner. Voilà. Alors, la première chose à éviter, c'est donner des conseils. Okay? Dire aux autres quoi faire. Et je vais faire un petit sondage rapide, OK? Et j'attends pas nécessairement des réponses, mais j'aimerais ça que vous répondez dans votre tête. Levez votre main si vous aimez que les gens vous disent quoi faire. Peu importe c'est qui. Ça peut être votre mari, votre enfant, votre médecin, votre collègue. Levez la main si vous aimez ça, vous faire dire quoi faire. J'ai posé cette question-là, genre combien de fois? 15, 20 000 personnes à travers du monde, dans les formations, dans les conférences et tout. Personne à travers du monde. En Inde, en Japon, en Europe, en Australie. Personne ne lève la main. Pourquoi? Parce que pense à comment ça vous fait sentir quand quelqu'un arrive avec toute son expertise et voilà, même avec des bonnes intentions. Pensez à comment ça vous fait sentir. Et la majorité des gens, Maria, vont nous répondre, ben écoute, ben ça me frustre, je me sens comme infantilisée, puis ben, des fois les gens vont me dire, ben ça me fait sentir un peu triste ou coupable parce que ça semble dire que je fais pas la bonne affaire ou j'ai tort ou voilà, je suis pas bonne. Et bien sûr, comme j'avais mentionné, ça cause beaucoup de frustration et ça a la tendance par réflexe, par défaut, à susciter beaucoup de résistance, okay, de la part des gens. Alors, même avant de commencer votre discussion avec quelqu'un, le simple fait qu'on arrive là et on dit aux gens quoi faire, on se prétend d'être, même nous des experts, même les experts ne devraient pas se prétendre des experts parce que la meilleure personne qui sait qu'est-ce qui est mieux pour vous, honnêtement, c'est vous. Il faut que nous tous, on soit capable, on arrive à respecter l'autonomie des gens parce que c'est un besoin fondamental de nous tous. Alors, vraiment, la première chose à tout le monde, soit avec vos patients ou avec vos proches, résister la tentation de donner des conseils parce que les gens resteront fermes et ils vont vous contredire. Même s'ils sont en faute d'accord avec vous, ils vont le faire par principe et ils vont être plutôt portés à défendre leur droit à prendre leurs propres décisions. Ils vont défendre leur autonomie et tout ça. Prochaine diapo, Maria. Maintenant, quoi faire? OK. Alors, la première chose, et je pense que la première chose à dire, on n'a pas beaucoup parlé des gens qui sont anti-vax. Et la majorité des gens, honnêtement, qui ne sont pas vaccinés, ne sont pas des gens qui sont à la base anti-vaccination. Ça représente vraiment une minorité. Et à la base, si vous avez quelqu'un comme ça dans votre entourage, dans votre bureau de consultation, honnêtement, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire pour leur persuader pour plusieurs raisons. Et honnêtement, la seule chose à faire, c'est leur inviter à partager leur opinion, leurs sentiments en lien avec ça, mais éviter des grosses discussions. À la base, ça serait contre-productif. OK? Voilà. Alors,
chez n'importe qui est hésitant ou qui est résistant, évitez de disputer. Si vous êtes en train d'avoir un argument avec quelqu'un, ça veut dire que c'est allé trop loin, vous êtes en train de disputer. N'essayez pas de les faire culpabiliser. Souvent, les gens vont utiliser beaucoup de raisons, on va dire, émotionnelles. Ben, écoute, ça veut dire que tu ne penses pas à moi, tu ne m'aimes pas, vous êtes égoïste, vous ne pensez pas à la famille. Mais encore une fois, on peut penser que ça peut être persuasif, mais au contraire, chez la plupart des êtres humains, quand on utilise des émotions négatives, bien, ça met des gens sur leur garde. Ils ont tendance à se renfermer. Ils ont tendance à reculer, en fait, mais ça ne fait rien pour leur persuader. Et plutôt, c'est plutôt le contraire. Ils restent encore plus fermes dans leurs convictions. Qu'est-ce que je vous invite à faire, au contraire, c'est de poser des questions aux gens qui sont hésitants à se faire vacciner et dans le but de comprendre pourquoi ils hésitent encore et pas dans le but de les changer ou les convaincre. Alors, j'aime vraiment pas ce terme-là. Et je vous invite à poser 3 questions à vos proches, vos patients ou autres. Premièrement, quels sont les avantages de vous faire vacciner ou de la vaccination en général? Parce que les gens peuvent dire, bien, pour moi, il n'y a pas beaucoup d'avantages, mais ils peuvent peut-être nommer certains avantages en général. Imaginez qu'il n'y avait personne au Québec qui se font vacciner. Dans quel état on serait? Mais en tout cas, il y a quand même des avantages que les gens sont vaccinés en général. L'autre chose, c'est à poser aux gens, c'est d'après vous, quels sont des inconvénients à ne pas se faire vacciner? Et encore une fois, le plus qu'on peut faire parler des gens des avantages ainsi que des désavantages personnels. Et encore une fois, parler en général, pas pour eux personnellement. Et la 3e question, un peu qu'on avait posée dans notre étude iCare, mais qu'est-ce que ça prendrait pour vous persuader, pour vous mettre à l'aise, pour que vous arriviez à prendre la décision de vous faire vacciner, parce que ça peut vous aider à identifier, est-ce qu'il y a quelque chose que la personne a besoin pour vraiment les mettre à l'aise et pour, on va dire, tip the scale pour que dans leurs analyses coûts-bénéfices, ils perçoivent vraiment plus d'avantages ou de bénéfices que de coûts ou des avantages. Et toujours, soyez validants de ce que les gens vont vous dire. Alors, on veut vraiment encourager la discussion, les échanges et surtout la compréhension mutuelle. Dès qu'on arrive là, puis la personne sent qu'on veut les manipuler, les changer, les convaincre, ça peut les mettre sur les freins. Alors, je vous encourage de valider en faisant des réflexions de qu'est-ce que les gens vont vous dire. Ça va montrer que vous avez bien compris, vous avez écouté et bien compris, et ça peut vraiment aller loin pour avoir une discussion ouverte et respectueuse. Et ce que j'aime là-dedans aussi, Kim, c'est on ne peut pas présumer on peut penser que les raisons les plus fréquentes, peut-être pourquoi les gens ne prennent pas le vaccin, mais on ne peut pas présumer quand on a quelqu'un devant nous. Donc, d'avoir une question ouverte comme ça nous amène à mieux comprendre qu'est-ce qui fait que la personne n'est pas prête à recevoir le vaccin. Puis peut-être, dans les connaissances qu'on va pouvoir transmettre après, de transmettre pas des connaissances qui sont inutiles parce qu'elle est déjà convaincue d'un certain nombre de choses, mais des connaissances qui pourraient être utiles. Absolument. Alors, c'est vraiment adopter vraiment une attitude curieuse, plutôt qu'une attitude de supériorité ou experte. Mais c'est plus long. C'est plus long d'agir de cette façon-là, oui. Oui, mais avec les êtres chers, avec les gens dans notre entourage, on peut avoir le luxe d'avoir ce temps-là, exactement. Des fois, on n'a pas de choix. Mais Maria, est-ce qu'il y a des questions dans les question response? Oui, je voulais justement vraiment inviter les gens
à poser des questions. Et là, en ce moment, on va commencer à vraiment faire plus interactive avec l'audience. Je pense qu'on va avoir vraiment le temps de répondre à toutes les questions. Je vais commencer avec la première question. Et merci encore, Kim, pour vraiment mettre les choses en clair et nous offrir, comme tu as dit, pas une recette, mais vraiment le pourquoi, vraiment, le pourquoi et une certaine façon de parler avec nos êtres chers. Donc, la première question que je vois, en fait, c'est deux questions. Ça dit, donc, bonsoir, les patients à domicile avec oxygénodépendants qui ont reçu 2 doses d'AstraZeneca me demandent s'ils devraient recevoir une 3e dose. Donc, ça, c'est comme la première question. La deuxième partie de la question, c'est que, bon, la 3e dose, est-ce que ça serait préférable de recevoir un ARN messager? Et Jean, je voulais poser la question ici, c'est vraiment un peu par rapport aux boosters et la différence boosters, genre 3e dose pour ce type de certaines populations. Donc, peut-être... Écoutez, merci pour la question. À l'heure actuelle, au Canada, la 3e dose, en fait, est-ce qu'il est juste de parler d'un booster ici? Peut-être pas. Okay? Donc, il serait peut-être plus juste de parler d'une troisième dose. Et au Canada, la 3e dose, pour le moment, a été recommandée pour les individus chez qui on sait que la réponse immunitaire est vraiment atténuée. Donc, on parle de patients avec de transplantation d'organes solides, autres transplantations aussi, patients avec cancer et particulièrement des patients qui sont en traitement actif et d'immunothérapie. Et il y a aussi certaines populations, la population plus âgée ou indigène aussi, dans certaines communautés où on sait que les risques sont plus élevés. Donc, c'est une décision de santé publique. Il faut comprendre que certains pays qui ont décidé d'aller d'emblée avec la 3e dose, c'est le cas en Israël, et il y a des pays qui ont décidé de recommander la 3e dose. C'est le cas aux États-Unis. Ici au Canada, ce n'est pas pour dire qu'il n'y aura pas de 3e dose, mais ce qu'on connaît à l'heure actuelle et les données plus récentes d'un suivi à 6 mois avec le vaccin RNA messager nous disent que la réponse immunitaire semble s'atténuer, donc il y a une diminution de l'efficacité, mais tant qu'aux manifestations sévères de la maladie, le vaccin reste encore efficace. Est-ce qu'on peut penser qu'à plus long terme, le vaccin va perdre de son efficacité? Oui, je pense que c'est raisonnable de penser, comme c'est le cas avec, en fait, tous les virus respiratoires. Lorsqu'on parle du vaccin de la grippe, il y a différentes raisons pourquoi on doit redonner le vaccin, mais une des raisons, c'est que l'efficacité va diminuer dans le temps. Donc, est-ce qu'on devra aller à un moment donné une 3e dose pour tout le monde? C'est possible. Est-ce que cette 3e dose-là va être le même vaccin qu'on a actuellement ou est-ce que ça devra être un nouveau vaccin qui tient compte de mutations? Parce qu'actuellement, les données nous sont à l'effet que même avec les variantes comme la variante Delta, le vaccin est efficace. Donc, il faut comprendre qu'on est dans une situation où on apprend encore. On n'a pas les réponses définitives. Comme au début, remarquez bien, quand la décision a été prise de retarder la 2e dose, est-ce que c'était une décision qui était basée sur des données probantes? Non. Parce que les données probantes nous disaient que l'efficacité après la 1re dose à 2 semaines était aussi bonne. Mais on n'avait pas de données à savoir après 2 semaines, est-ce que cette efficacité-là, après une 1re dose, se maintenait?
on avait les données après la deuxième dose. Mais pourquoi qu'on a recommandé un délai? C'est tout simplement une décision de santé publique pour donner la chance à plus de gens de recevoir le vaccin. Donc là, à l'heure actuelle, je pense que des populations plus vulnérables, c'est l'approche canadienne. Est-ce que c'est la meilleure approche? On le saura plus tard, mais ce n'est pas une mauvaise approche. Elle est basée sur les données qu'on a, à l'heure actuelle. Plus tard, il est possible qu'on arrive avec de nouvelles données qui vont faire en sorte qu'on va dire qu'il faut que tout le monde ait un troisième vaccin. Donc, plus spécifique à la question qui est posée ici, d'un patient à domicile avec l'oxygène qui a reçu ses 2 doses du vaccin AstraZeneca, non, pour le moment, dans cette population particulière-là, il n'y a pas vraiment de recommandation de donner une 3e dose de vaccin. Puis ceci étant dit, peut-être que dans 2 semaines, peut-être que dans 1 mois, les recommandations vont changer parce que les connaissances évoluent parce qu'on collecte de plus en plus de données, de nouvelles études sont en cours actuellement. Merci beaucoup, Jean. Il y a un suivi vraiment dans cette question. Donc, la question dit, la 3e dose est réservée uniquement pour certains patients immunosupprimés qui ont 18 ans et plus. Est-ce que vous savez quand les enfants de 12 à 18 ans immunosupprimés de façon importante pourront recevoir cette 3e dose? Non. Non, honnêtement. Pour les enfants de 5 à 12 ans, là, on ne parle pas d'immunosupprimés, mais on parle de vaccins en général. On s'attend à avoir des résultats d'études d'ici la fin de l'année. Donc, on pourrait penser qu'en fin d'année, probablement que de façon plus réaliste au début de l'année prochaine, qu'il pourrait y avoir un arrêté d'urgence, comme on a eu avec les vaccins d'abord pour les 16 ans et plus et ensuite pour les 12 à 16 ans, parce que c'est basé sur un arrêté d'urgence et non pas une autorisation complète par Santé Canada. Mais il pourrait y avoir un arrêté d'urgence pour permettre l'utilisation du vaccin. À ce titre-là, c'est aujourd'hui que le vaccin de Pfizer et le vaccin de Moderna viennent d'avoir l'autorisation complète par Santé Canada. Et il y a une couple de semaines, je crois, l'autorisation complète avait été donnée par le FDA, la même chose. Parce que jusqu'à maintenant, le vaccin était administré dans le contexte d'une pandémie, donc d'une situation vraiment d'urgence, basée sur des données. Et ce n'est pas pour dire, parce que je me suis fait questionner beaucoup là-dessus, puis avec raison, parce que ça peut porter à confusion. Ah, on a utilisé un vaccin sans savoir que ce vaccin-là était efficace et était sécuritaire, alors qu'il vient tout juste d'être approuvé par le FDA et aujourd'hui, il vient d'être approuvé par Santé Canada. Non. Okay? Ce qui devait être fait et la base sur laquelle le vaccin a été approuvé, c'est sur les mêmes études, des études de phase 3, okay? Donc sur trentaine de mille ou quarantaine de mille de patients, des études qui ont été bien conduites. Ce sont des études d'efficacité dont l'objectif principal était de démontrer qu'il y avait une diminution des cas infectés symptomatiques et des cas infectés symptomatiques et des complications, dont les hospitalisations et la mortalité. C'était ça l'objectif de ces premières études-là de phase 3, avec un suivi moyen de 2 mois. Et à partir de ça, dans une situation tout à fait régulière, le FDA ou Santé Canada aurait très bien pu demander qu'ils veulent avoir des données additionnelles. C'est probablement ce qui serait arrivé dans une situation habituelle, pas parce qu'ils étaient inquiets des effets secondaires, mais au niveau de l'efficacité, ils auraient probablement voulu avoir des données plus longues qu'à 2 mois. Et ils auraient voulu dire, bien, écoutez, on va attendre, puis quand vous allez être en mesure de nous amener ces données-là, on va réouvrir le dossier et on va étudier le dossier.
Mais compte tenu que la situation était une situation d'urgence, okay, et dans une situation semblable, ils ont autorisé, c'est ce qu'on appelle un arrêté d'urgence. Et c'est seulement aujourd'hui qu'on a eu l'autorisation complète avec des données beaucoup plus complètes. Vous pouvez comprendre que là, il y a beaucoup plus de données sur les effets secondaires. Il y a des données sur le suivi à 6 mois, etc., etc. Juste pour faire une mise au point là-dessus, parce que c'est peut-être quelque chose que vous allez vous faire questionner par des patients ou des parents. Moi, je me suis fait questionner déjà par des parents et par des patients à ce sujet-là. Je vous l'avais dit, on a utilisé un vaccin puis on ne le savait pas. Okay? Ils ont bypassé les mécanismes habituels. Merci, merci Jeanne. J'ai une question pour Kim. C'est une question un peu difficile parce que ça parle beaucoup sur l'épuisement des professionnels de la santé avec cette pandémie et aussi ça parle de leur compassion. Donc, c'est la question par rapport à, je ne sais pas s'il y a quelques données qui ont ressorti sur l'étude iCare, mais par rapport au fait d'essayer de traiter les personnes qui sont encore non vaccinées. Et donc, qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que vous savez à leur dire en passant, mais qu'est-ce que vous savez aussi écouter comme information? Oui, mais c'est une excellente question et c'est quelque chose qui a beaucoup changé depuis le début de la pandémie parce que, écoute, tous les travailleurs de santé étaient comme nos anges gardiens, nos héros. Écoute, ils travaillaient tellement fort, puis en fait, ils n'ont pas lâché depuis, on arrive sur presque 2 ans maintenant. Ils ont fait énormément de sacrifices. Mais là, on se retrouve dans une situation très différente lors de la 4e vague, qui est décrite maintenant comme la 4e vague de non-vaccinés. Et il y a un croisement entre une bonne nouvelle, qui est la disponibilité des vaccins, mais une mauvaise nouvelle, un variant, le variant Delta, qui est beaucoup plus contagieux et beaucoup plus dangereux que, excusez-moi, c'est mon fils qui veut passer. C'est ça qui arrive en soirée. C'est pas grave. Mais c'est ça, ça croise avec le variant Delta qui est beaucoup plus contagieux et ça cause une maladie beaucoup plus sévère. Bref, une chose que j'entends, et c'est de façon anecdotique, là, mais peut-être, Jean, vous pouvez nous en parler, mais j'ai parlé avec 2 collègues médecins, un médecin qui travaille à Sainte-Justine et un autre qui travaille à Vancouver. Et j'ai posé la question, comment ça va? Comment vous voyez des gens qui font des manifestations devant l'hôpital? Écoute, c'est un sujet délicat, je sais. J'ai dit, est-ce que ça brise le cœur ou est-ce que ça vous frustre? Puis, peu importe qui je demande, et écoute, j'ai parlé avec beaucoup de monde, c'est les deux. Ouais, ça brise le cœur parce qu'ils disent, écoute, moi, je n'ai pas vu mes parents pendant 1 an. Je n'ai pas serré mes enfants dans mes bras pendant 6 mois. Et je fais tout ça pour offrir les meilleures qualités de soins que je peux à mon population. Mais là, mais il y a 1 an, on n'avait pas de vaccin. Alors, ce n'était pas de la faute de personne, ils tombaient malades et tout. Mais là, ce n'est pas de la faute de personne qui tombe malade, mais le fait de mettre nos travailleurs de la santé dans la position de devoir travailler heures supplémentaires. Encore là, les gens, quand ils sont malades de la COVID, ils sont malades. Et maintenant, on entend parler, vous avez vu qu'est-ce qui se passe en Alberta, c'est pas drôle, mais c'est qui doit prendre les décisions dans les situations de délestage? C'est des travailleurs de santé, puis ce sont des êtres humains qui doivent prendre les décisions entre Monsieur X, Madame Y. C'est juste impensable qu'ils soient dans cette situation-là. Et je pense que ça commence à peser lourd parce que maintenant, on peut prévenir de se présenter à l'hôpital. On a un outil, et ce n'est pas juste la vaccination, mais d'autres outils, porte le masque, distanciation, faire attention et tout. Il y a beaucoup, ce n'est pas juste les vaccins qui vont nous faire sortir de ça, mais tout ça pour dire, cette fatigue de compassion est réelle. Et il ne faut pas oublier que c'est un privilège que je pense qu'on a au Canada d'avoir la qualité de soins qu'on a le système de santé qu'on a, mais les travailleurs en santé,
on n'est pas en droit de ça. C'est les êtres humains pareils, avec les familles, les sentiments, les limites, et sont à protéger. Parce que dans le contexte de la COVID, c'est ça qui est très délicat. C'est pour chaque patient qui rentre avec la COVID, qui aurait pu peut-être prévenir son infection et sa maladie sévère avec le vaccin, bien, il y a peut-être un père, une mère, un enfant avec un accident de voiture, avec une crise cardiaque, avec autre, tu sais. On doit prendre des décisions, on doit choisir qui va prendre le dernier lit aux soins intensifs, qui doit être transféré, le délai, qu'est-ce que ça va faire. Bref, j'ai énormément d'empathie et de gratitude à nos travailleurs en santé, mais j'avoue que, et je pense que le public peut-être ne réalise pas, je ne suis pas en train de dire du tout qu'ils ne vont pas offrir des soins de qualité, mais cette fatigue de compassion est réelle. Ouais. Parce que les travailleurs en santé, bien qu'ils sont des professionnels top au monde, sont des êtres humains aussi. Alors, je suis d'accord avec toi, Kim, mais je pense que le niveau, la responsabilité est à plusieurs niveaux. Elle est certainement au niveau du gouvernement aussi, où en langage peut-être un peu vulgaire, les bottines ne suivent pas toujours les babines. Elle est aussi au niveau des médias, où des fois l'emphase va être mise sur les failles, mais pas tant sur le personnel dans l'ensemble. Okay? Qu'est-ce qui pourrait être fait pour... parce que je pense que si on n'aide pas plus les professionnels de la santé à l'heure actuelle, moi, je le vois beaucoup, l'épuisement. On est à presque 2 ans, là. Et c'est la prochaine crise, OK? Ça va être de se relever de toutes les conséquences, pas du long COVID, et des conséquences au niveau des professionnels, ceux qui vont prendre retraite prématurée, ceux qui vont avoir quitté pour aller ailleurs, ceux qui vont avoir quitté complètement, okay, pour faire autre chose. Je me ferais peut-être l'avocat du diable aussi pour dire que pas que je suis un pro-manifestant, mais encore moins devant les écoles ou les hôpitaux, mais en général, dans le public, à moins que tu travailles dans les hôpitaux, comment peux-tu comprendre, à part de voir les chiffres? Puis là, ça fait 2 ans qu'on entend parler de ça. Tu sais, c'est un petit peu comme, j'ai eu un ouragan, il y a eu un tremblement de terre. Tu sais, on le sait bien, l'effet de ça. Après quelques semaines, là, une fois que c'est passé, puis on passe. Ça fait comme partie de notre quotidien. Mais à part nous qui le vivons dans les hôpitaux, dans les cliniques, au quotidien, parce qu'on a des collègues, on voit des infirmières, des techniciens, on voit des patients. C'est très, très difficile. Comment tu représentes ça à la population pour dire qu'il y a un problème, il y a encore un problème important? Parce que si tu te promènes dans la rue, puis là, surtout qu'on a déconfiné, puis on ne reconfinera pas, puis avec raison aussi, on ne veut pas reconfiner. Mais la vie, elle est quand même assez normale et tout le monde est en train de s'habituer au masque. Et là, ce qu'on est en train de voir, c'est des infections respiratoires. Là, on commence à voir des infections respiratoires. Donc, ce qu'on va vivre cet automne et cet hiver risque d'être différent de ce qu'on a connu l'hiver passé. Parce que là, on n'est pas en confinement complet. Donc là, on recommence à voir du rhinovirus, du RSV, de la grippe. Et là, ça va compliquer encore plus les choses. Ça va... Et on a sauté la saison, c'est un excellent point, Jean, on a sauté la saison de la grippe l'année passée qu'on ne va pas sauter cette année. Non, absolument pas. Parce qu'on a déconfiné. Alors, c'est pour ça qu'il faut vraiment tout faire de notre boîte d'outils. C'est pas une question, et j'ai souvent dit ça, c'est pas une question d'écouter les consignes du gouvernement ou pas, OK? C'est de penser, bien, la consigne est mise en place pour atteindre quoi? C'est quoi l'objectif du jeu, si tu veux? OK? Et l'objectif du jeu, c'est pas juste respecter toutes les consignes du gouvernement, c'est de ne pas attraper la COVID et pas le transmettre. C'est pas compliqué. Et on devrait moins se préoccuper de les règles, les lois et tout, de dire, OK, qu'est-ce que je peux faire moi dans ma vie quotidienne pour minimiser mes chances et optimiser les chances que je ne participe pas à cette transmission
et cette reconduite, si on veut, de cette pandémie, je suis persuadée, Jean et Maria, on est au moins unis par le désir collectif de s'en sortir de ça, de reprendre notre vie, notre qualité de vie, de revoir les gens qu'on aime, de voyager, travailler, aller à l'université, graduer et tout. Et je pense qu'on doit retrouver cette vision, cet objectif collectif et de dire, bien, ce sont quoi les stratégies à privilégier? Et c'est sûr que malheureusement, il faut essayer le plus possible de tout faire. Mais pas si juste on parle le vaccin, pas juste. Kim, c'est peut-être une bonne façon aussi de finir. C'est quoi les stratégies qu'on a à l'heure actuelle? Les stratégies qu'on a à l'heure actuelle sont la vaccination. C'est quasiment de base. C'est quasiment une stratégie de base. Ça, c'est vraiment une Première ligne. Ensuite de ça, des stratégies où on protège les autres, où on se protège avec des recommandations que la santé publique fait en termes de distanciation lorsque c'est possible et de port de masque. Et plus qu'on est confiné dans un milieu, plus que des risques de transmettre, et le Delta est un bel exemple de ça. Un des milieux les plus sécuritaires à l'heure actuelle, je ne dis pas lorsqu'on reçoit les patients à l'urgence, mais c'est l'hôpital. Par rapport à l'école, où il y a des risques assez élevés, puis par rapport à la maison, dans les familles où c'est à peu près certain que s'il y a quelqu'un qui a un COVID dans la famille, que tous les membres de la famille, maintenant avec le Delta, Maria, vont avoir le COVID. Maria, peux-tu mettre rapidement le diapo 23 parce que ça donne des chiffres pour mettre ça en contexte, Jean, qu'est-ce que vous dites, parce que c'est tellement important. Alors, une question qui se pose souvent, c'est que est-ce que je devrais laisser venir les amis, la famille non vaccinés chez moi? Mais si j'ai une conseil, c'est pas de ne pas les inviter, mais vraiment de porter attention à vos contacts à l'intérieur sans masque. Et ça inclut chez vous et aussi dans les bars, restaurants, des places comme ça où on enlève le masque pour l'activité en soi qui est manger, boire. Alors, une chose qui est fort intéressante, c'est que si on pense au milieu médical, vous êtes 60% moins à risque d'attraper le COVID dans un milieu hospitalier comparativement à un contact au hasard. Si vous êtes dans un bar ou restaurant avec un milieu étroit contact, 6 fois plus probable d'attraper la COVID. OK? Même avec la port de masque, en sachant qu'on va les enlever pour manger et boire. Mais la place, vraiment, le plus haut risque, c'est dans le milieu familial, lors d'un souper, par exemple. 8 fois plus probable d'attraper le COVID dans ces milieux-là. Ouais. Alors, ça pour dire, et c'est là où la vaccination devient importante, et on sait que les gens rendus chez eux, avec les proches, on va enlever les masques. OK, mais si on enlève les masques avec les gens non vaccinés, ils transmettent le virus 4 fois plus. Et s'ils ont le Delta, et on sait aussi qu'ils peuvent transmettre le virus jusqu'à 3 jours avant l'apparition des symptômes. Alors, tu leur demandes comment vous va, comment vous allez. Alors, je suis bien, il n'y a pas de problème, mais ils peuvent être contagieux jusqu'à 3 jours avant la déclaration de manifestation des symptômes. Et ça, c'est les petits points ici par-dessus la courbe ici, mais c'est les points ici, c'est jusqu'à moins 3 jours. C'est là où les gens sont les plus contagieux. Et encore une fois, on partage ces données-là qui viennent juste de sortir au JAMA, juste pour aider les gens à prendre les décisions. Ce n'est pas à nous de vous dire « invite pas les gens non vaccinés chez vous ». Pas du tout, pas du tout. Ce n'est pas notre rôle du tout. Notre rôle, c'est juste que vous sachiez, vous soyez au courant de ces informations-là pour vous aider à prendre des décisions pour vous protéger le mieux. Et l'étude américaine a démontré récemment que les enfants à l'école qui portent le masque, une diminution du risque de 40 et les écoles qui avaient un bon système de ventilation par rapport à celles qui n'avaient pas, avec le masque, une réduction de 80 Donc,
c'est important et encore une fois, me dire, je sais que c'est relativement variable encore, même moi, j'ai plus d'enfants à l'école, mais moi, j'en ai un petit jusqu'à de la 10 dernière ans. minute, les parents ne savaient pas, OK? Et probablement que d'une école à l'autre, vous pouvez avoir 2 enfants ou 3, puis d'une école à l'autre, ça va aussi être différent, me dire les règles. Mais il y a des données qui suggèrent très fortement que la ventilation et le port du masque sont Essentiel. vraiment essentiels. Maria, si vous mettez le diapo 26, juste pour vous faire un contraste entre les situations avec le port de masque et sans le port du masque, on va voir, c'est un groupe de gens qui étaient dans un corail. Et après une pratique avec une personne qui était symptomatique, 87% du groupe ont attrapé la COVID. Question, Oui. est-ce que ça c'était encore avec la variante, le virus original ou on parle, ou ça c'est avec Delta? C'est une bonne question. Il faut que je vérifie quand c'est sorti, parce qu'aux États-Unis, on sait que Delta est arrivé avant nous, mais c'est à vérifier. C'est sûr que c'est une bonne question. Je ne peux pas vous dire. J'ai l'impression que c'était même avec les variantes originales. Je pense que oui. J'ai vu, ça a été très, très publié dans le début, au milieu de l'année passée même. Mais je ne veux pas être trop technique, mais il y a le variant, on va dire, original de Wuhan. Le variant alpha était 4 fois plus contagieux que le variant de Wuhan et celui du Delta est 4 à 10 fois plus contagieux que celui du alpha. Alors, c'est exponentiellement plus contagieux. Mais en contraste, ça, c'est vieux. Ça, c'est avec les variants originaux. Là, je sais, je suis très familier avec cette étude de cas-là. C'est 2 coiffeurs avec la COVID qui ont passé 15 minutes avec 139 clients. Alors, il y avait la COVID, mais ils portaient le masque et il n'y avait aucune infection. Alors, ça démontre la puissance de cet outil-là. Alors, imaginez la puissance de la vaccination plus le port de masque, surtout dans les lieux intérieurs avec le contact en continu. Alors, c'est sûr qu'est-ce qu'on a à perdre à l'heure actuelle? Je pense que c'est la question qu'on doit se poser aussi. Puis face aux gens qui ont des maladies chroniques, qu'est-ce qu'on a à perdre de suivre ces mesures-là, de porter le masque et de fait l'inconvénient quelquefois de porter le masque. On travaille à la journée longue avec un masque maintenant et avant nous, les chirurgiens passaient des journées complètes en salle d'opération et à ce que je sache, il n'y en a pas un qui a manqué suffisamment d'oxygène pour se retrouver à l'urgence. Donc, on sait qu'il peut y avoir un inconfort, mais il n'y a pas de conséquences. Non, mais... Porter un masque chirurgical, on ne parle pas du N95 qui va être porté dans des situations bien particulières. Et qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que les patients ont à perdre à recevoir le vaccin? Ceux qui se diraient, peut-être que le vaccin ne sera pas aussi efficace pour moi parce que j'ai une maladie chronique ou j'ai telle chose. Oui, mais si vous ne prenez pas le vaccin, c'est clair que vous allez avoir aucune efficacité. Donc, d'avoir le vaccin va vous donner une efficacité qui va être au moins supérieure à ne pas recevoir. Et c'est quoi le côté négatif? Si vous êtes prêt à recevoir le vaccin, acceptez qu'il peut y avoir des effets secondaires, il y a très peu à perdre à prendre le vaccin. J'ai peut-être 2 derniers points très rapides. Et le premier, c'est que, à part que les gens habitent en dessous d'une roche, là, très peu de personnes, si vous ne faites pas vacciner, c'est fort probable, selon des estimations, 95% et plus, que vous allez attraper la COVID. On va être tous en contact avec à un moment donné. Il faut vous préparer à ça. Alors, c'est une façon aussi de parler aux gens, c'est arrêter de les convaincre de se vacciner, plutôt accepter qu'ils ne vont pas le faire et plutôt orienter des discussions vers la préparation à l'infection et comment identifier des symptômes. Quoi faire si jamais des symptômes se manifestent pour
protéger vos proches. Quand se présenter à l'hôpital, sont quoi des signes quand ça dérape? Qu'est-ce qu'il faut vraiment reconnaître pour dire, OK, là, c'est le temps, je ne vais pas attendre. Et des fois, chez les jeunes gens, corrige-moi si je me trompe, mais il y a beaucoup de jeunes qui attendent trop longtemps avant qu'ils se présentent à l'hôpital. Et rendu là, c'est trop avancé, il n'y a rien que les gens peuvent faire. Et je pense que c'est ça qui explique beaucoup de jeunes, trentaine, quarantaine, qui meurent maintenant. Il y a un cas qui était dans les nouvelles à Cité de la Santé aujourd'hui, je pense, un monsieur dans trentaine. C'est triste, mais c'est important. Mais dans nos discussions, il faut les préparer à ça parce que c'est fort probable si ils sont en déconfinement, ils veulent vivre, ils veulent aller à l'école, ils veulent aller travailler, ils vont être en contact avec à un moment donné. Alors, c'est le masque et le vaccin à privilégier. Et Jean, je pense que, encore mon tour pour faire l'avocat du diable, mais il y a certaines personnes, pour la majorité, ça semble un peu illogique. Qu'est-ce que ça va faire? Ben, qu'est-ce que vous allez perdre? On ne comprend pas. Mais pour certaines personnes, encore là, la minorité, mais ils sont quand même présents, ne pas... comment je peux dire, avoir raison ou ne pas se faire dire quoi faire, je vais revenir là-dessus, et des fois, une priorité, une valeur personnelle plus importante que la santé ou la santé de la communauté, whatever. Okay? La liberté de choisir. L'économie, oui. On vient de m'enlever cette liberté-là de choisir. Exactement. Et des fois, c'est une question de valeur profonde. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on prend des décisions. Pour revenir à mon point initial, alors, il faut écouter, discuter et comprendre à la lumière de ça. On n'a pas chacun les mêmes priorités dans la vie, même si c'est pas populaire, mais il y a certaines personnes qui s'en foutent un peu de grand-maman ou ton voisin ou les travailleurs en santé. Et ils ont le droit de s'en foutre, honnêtement. OK? Mais il faut accepter en même temps qu'il fait partie de notre communauté pareil. Et c'est pour ça qu'il faut un peu vivre avec, parce que les confronter, pousser plus fort, à mon avis, en tant qu'experte comportementale, ça serait probablement contre-productif. Et vous risquez même d'aggraver des choses en poussant plus fort. Alors, voilà. Je pense que ça, merci encore. Je pense que ça fait une belle conclusion. Et puis, c'est vraiment, je vais encore remercier Dr. Lavoie, Dr. Bourbeau pour vos interventions ce soir et nous aider à mieux faire parce qu'on veut tous mieux faire avec nos amis, nos collègues, membres de nos familles. Mon beau-père! Oh! J'ai des personnes très proches à moi en passant, donc c'est difficile et j'ai aussi écouté des familles qui sont vraiment brisées de divorce à cause de cette discussion. Donc je pense que je vraiment espère qu'avec la discussion de ce soir, on puisse aider quelqu'un à garder cet esprit de compassion, de communauté et de pouvoir être mieux à communiquer et vraiment aider les gens à prendre une décision éclairée. Donc, merci à l'audience ce soir de venir avec nous tard le soir. C'est très apprécié et j'espère que vous avez bien passé une soirée. Donc, merci. Merci beaucoup, Maria. Merci à Respi Plus et merci à la Société canadienne de thoracologie. Merci. Bye-bye.